Jean-Yvan, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution aux éditions MEO de votre dernier ouvrage en date, Cosa Mentale, qui est un recueil de nouvelles que j'avais eu le plaisir de lire déjà sous forme de manuscrit il y a quelques années et dont je me réjouis vraiment beaucoup de le voir enfin publié et enfin accessible pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors, je vais vous proposer de tenter avec vous de définir quel est cet objet singulier qu'est la nouvelle telle que vous la pratiquez ici, c'est-à-dire une nouvelle qui en réalité devient le portrait à partir d'un élément, d'une personnalité qui vous est proche ou qui vous touche ou qui vous émeut ou qui est importante pour vous. Il y a 9 nouvelles correspondant à 9 personnalités allant de Serge Gainsbourg, la première de ces personnalités qui fait d'ailleurs la couverture du livre, jusqu'à Michel Foucault qui vous permet d'évoquer Leonardo da Vinci, entre autres choses. Alors, première question, comment sont nées ces nouvelles qui sont autant de portraits singuliers et universels? C'est une bonne question, mais la réponse sera évasive. Mais je me souviens d'avoir déjà écrit au fond ce qu'on appelle maintenant un biopic sur Jean Renoir. Dans les années 90, chez De Noël, j'avais publié Milva, qui était déjà un biopic sur Jean Renoir. C'est-à-dire que j'avais rencontré, avec qui j'avais eu un entretien très chaleureux, fécond même, Jean, et Jean Renoir, donc le cinéaste, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient oublié qui était absolument, Jean Renoir. et j'avais rêvé autour de lui, comme on dit. Après, et j'ai donc écrit une nouvelle de 100 pages qui a été donc publiée. Et puis, plus rien pendant des années, mais je me suis rendu compte qu'ayant écrit le genre noir, des personnages ou des personnes, des écrivains, chanteurs, musiciens, acteurs, me permettaient de rêver autour d'eux et de construire une histoire. Ce qu'on appelle couramment le biopic. Mais mon souci n'est pas de décrire la biographie du personnage. C'est essayer de révéler chez eux ce qu'on ne voit pas et ce que moi je crois voir, qui n'est pas forcément authentique ou la réalité, mais c'est ce que je ressens en les voyant. Et je me raconte une histoire à leur propos. Alors, c'est construit cet ensemble de portraits qui a commencé, pourquoi, par qui? Par Gainsbourg. Dans des raisons simples, c'est que je l'ai rencontré, j'ai eu cette chance extraordinaire de travailler avec lui sur un film qui était l'histoire du soldat. Et quelques temps après, j'avais pris les premières notes pour croquer le portrait de cet homme absolument exceptionnel et délicieux dans la vie, m'a-t-il semblé en tout cas. Et j'ai commencé à construire une histoire dans la durée. Et ensuite, j'y ai vu une possibilité d'écrire sur d'autres, qui me Alors, fait rêver tout autant. arrêtons-nous un instant à Serge Gainsbourg, à ce que vous venez de dire, pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de lire déjà la nouvelle puissent bien se rendre compte de la démarche. Effectivement, vous avez très bien utilisé le terme un rêve à partir d'une rencontre ou à partir d'un personnage que vous avez envie de raconter. Ici, le film dont vous parlez, l'histoire du soldat, est en réalité un dessin animé américain dont la version française a été réalisé en studio de post-synchronisation, réunissant François Perrier, mais qui n'apparaît pas dans votre nouvelle, Henri Salvador et Serge Gainsbourg. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui a été le déclencheur? Ah, le déclencheur, c'est que j'étais chargé de la version française, de diriger cette version française en studio par une productrice importante qui est Simone Harari. Et elle m'avait proposé, suggéré dans le rôle de Méphisto, Gainsbourg, Serge Gainsbourg, que j'adorais évidemment, mais j'avoue que j'étais un peu réticent et inquiet parce que on connaissait la réputation du personnage. Et comme me le dira Henri Salvador, Gainsbourg n'était pas habitué au doublage de films. Il s'était post-synchronisé en français lorsqu'il jouait lui-même un rôle dans des films italiens, mais il n'a jamais fait de post-synchro, de doublage. Eh bien, j'ai dit, on s'est rencontrés. Et ça a été une révélation. Pourquoi? C'est que cet homme si important pour nous professionnellement
eh bien, je l'ai dirigé avec une facilité extraordinaire. Il a été d'une simplicité, d'une modestie. Il a été même, je dirais, d'un scrupule absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et nous avons eu une relation amicale, étroite, qui s'est déroulée sur un après-midi et le lendemain matin, ce qui fait que j'ai un peu débordé, mais on l'accepte dans le temps. Et cette rencontre me montrait un personnage, au fond, qu'on ne connaissait pas ou que je ne soupçonnais pas, c'est-à-dire un artisan absolument extraordinaire. Et je crois que le résultat, au dire de ceux qui ont vu le film après, remarquable. Voilà. On peut d'ailleurs sur YouTube, si on poursuit un peu après la lecture de votre nouvelle, si on va un peu chercher sur YouTube, on aperçoit quelques images et quelques fragments sonores de cette adaptation. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va abandonner Serge Gainsbourg pour évoquer la deuxième nouvelle. Je pense qu'on ne les évoquera pas toutes, mais comme ça on se rend bien compte. La deuxième nouvelle concerne une personnalité littéraire que vous n'avez évidemment pas rencontrée puisque c'est Franz Kafka. Mais par contre, vous y racontez là la rêverie que peut représenter l'obsession d'écrire chez quelqu'un. Ah, Kafka, pardonnez-moi, mais je l'ai rencontré. Pourquoi? C'est que j'ai lu Kafka quand j'avais une vingtaine d'années. Un de mes amis au service militaire, nous étions en Algérie, et me dit, mais comment tu n'as pas lu Kafka? J'ai donc lu Le Château et le procès. Quelle rencontre! Et j'en ai rêvé pendant des années, je n'ai jamais cessé, même maintenant. Lisant son journal, sa correspondance, cette relation aux femmes. Il ne s'est pas marié, mais je l'ai imaginé marié, essayant d'avoir une vie commune, sinon banale, et rêvant autour de lui, l'imaginant dans une cave. Pourquoi? C'est qu'il a écrit une lettre à Félicie où il lui dit: j'aimerais vivre dans une cave et qu'on m'apporte mes repas. Je pense que c'est le rêve de tout écrivain. Avoir une cave à soi, non pas une chambre, mais une cave à Oui, soi. oui, oui, oui. Quelques bouteilles, ce n'est pas interdit, bien entendu, mais surtout cette possibilité de s'isoler du bruit ambiant et d'un peu de se retirer du monde pour dire le monde. Et c'est ainsi que j'ai rêvé de Kafka. Et je n'ai cessé d'être fasciné par lui dans de telles mesures que parfois je me dis que c'est le plus grand. Alors le texte est bouleversant parce que, comme pour tout travail d'écrivain, à un moment donné, il faut adopter un point de vue. Il faut adopter, choisir celui ou celle qui raconte l'histoire. Et là, vous avez choisi de demander à Félicie de raconter cette histoire, cette exigence de Franz Kafka en vue d'un éventuel mariage. Oui, parce que Kafka se racontant lui-même me paraissait moins intéressant que d'imaginer quelqu'un regardant Kafka. Ça devait être quelque chose. Alors, effectivement, j'ai adopté ce point de vue pour décrire un personnage enfermé dans cette situation qu'il veut lui-même, qui me paraissait à l'époque, au fond, être le créateur par définition, ayant une relation avec quelqu'un d'autre, et qui est obligé de subir la manie d'écrire et cette solitude, bien entendu. En écoutant le début de votre réponse à cette question, vous évoquez que votre découverte de Kafka date de vos jeunes années où vous étiez envoyé, contraint et forcé en Algérie, puisque c'était le début de la guerre d'Algérie et que vous étiez jeune homme, donc conscrit là-bas. Il y aurait peut-être eu une manière de raconter Kafka en Algérie. Ce que ça vous Peut-être, a apporté à vous, là, jeune homme. oui, ça, mais je n'y ai pas pensé, vous savez, bien sûr, c'est une possibilité. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Bien, mais justement, voilà, j'espère bien. Alors, on va parler de Boris Vian maintenant. C'est une autre manière d'aborder un personnage que vous avez peut-être rencontré. Lui, je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Le titre est très beau, c'est La case départ, parce que là, vous avez choisi de raconter finalement le moment fondateur et fondamental de ce qui a aussi constitué Boris Vian. Ce sont les faiblesses cardiaques dont il a été atteint et qui finalement ont écourté sa vie. Oui, alors, ce qui concerne Boris Vian, j'ai également appris sa mort quand j'étais en Algérie, en Ah, 59, si ma mémoire est bonne. Ça a été un choc, c'était quelqu'un qui avait une réputation à Saint-Germain-des-Prés. Moi, étant de Paris, j'avais toujours entendu parler de Boris Vian, bien entendu. Et j'ai eu la joie, après, de voir que son œuvre était enfin réputée, pouvait acquérir une réputation extraordinaire qu'elle n'avait pas connue lorsqu'il est de son vivant.
Pas du tout. On s'intéressait à ce personnage de Saint-Germain-des-Prés, jouant de la trompinette, comme il disait, mais ses œuvres, rien. Sauf Queneau, qui avait souligné l'importance de l'écume des jours. Et donc j'ai rêvé autour de ce personnage extraordinaire qui avait fait Centrale, donc un discours scientifique, un savoir scientifique très grand, mais qui était pour moi, qui incarnait une forme de poésie extraordinaire. Et ce qui m'a amusé, et pourquoi j'ai raconté cette histoire de Boris Vian, c'est qu'il avait un voisin illustre, dans sa jeunesse notamment, qui élevait des grenouilles, ou qui les analysait plutôt, et en faisait l'autopsie. C'était Jean Rostand, qui recevait chez lui des déshérités. Ça, on ne le dit pas. Mais dans sa grande maison, dont il disait lui-même, j'ai trop de place. Et j'ai imaginé cette espèce de tandem absolument improbable qui fait que ça m'a permis de montrer comment des gens de grand savoir, pas nécessairement reconnus par les académies ou l'université pour Jean Rostand, puisqu'il n'avait pas fait le cursus normal, mais d'acquérir des savoirs et de permettre de diffuser ce savoir auprès d'un public. Ce qui était le cas notamment de Rostand, évidemment, et de Boris Vian, mais sous une forme que nous lui connaissons, c'est-à-dire la chanson, le théâtre et le roman. Alors, Et une autre personnalité qui n'a pas été reconnue comme elle le mériterait, c'est-à-dire comme un vrai grand écrivain, lorsqu'il écrivait notamment ses reportages sur le Tour de France, c'est Chronos, c'est Antoine Blondin sous le titre que vous lui donnez de Chronos. Alors, la première phrase, je veux la lire. On sait qu'Antoine Blondin buvait, était un buveur invétéré. Et la première phrase que vous lui attribuez est moi, c'est à jeun que je titube. Et en une phrase, tout est dit presque. ah, personnage absolument extraordinaire. Au fond, le hasard fait que, il y a très longtemps, on m'avait demandé de déposer un paquet au Barbac, qui est la rue du Bac, qui se situait aux rue du Bac, où se retrouvaient ce qu'on appelait les hussards à l'époque en littérature. Déon, Blondin, Nimier, etc. Et j'ai découvert Blondin à ce moment-là. Et évidemment, pendant des années, j'ai rêvé à ce personnage dont on m'a souvent parlé. J'ai eu des amis qui étaient proches de lui et qui m'ont décrit ce personnage, notamment lorsqu'il a trouvé le titre d'un singe en hiver qu'il a trouvé en portant simplement le manuscrit à son éditeur. Il n'avait absolument pas, paraît-il, le titre à ce moment-là. Il l'a trouvé comme ça dans la rue. Et j'ai construit ce personnage qui m'a fasciné. Pourquoi? C'est qu'au fond, il avait le goût de l'épopée, qu'on peut tout savoir, bien entendu, mais appliqué au sport, pas du tout en littérature dite traditionnelle. Et il a écrit des romans absolument magnifiques. Mais ce qui m'a fasciné, effectivement, c'est comment cet homme, ayant le goût de l'épopée, se tourne d'abord vers le sport, car c'est là où il voit l'épopée moderne. Et voilà, et c'était un personnage qui, en plus, étant toujours entre deux blancs de blanc, comme on dit, évidemment, ne marchait droit qu'à cette condition. Alors, vous le qualifiez aussi d'une manière admirable, qui est admirable dans sa force, sa simplicité, et la manière d'aller immédiatement au fait, qui est de définir le choix qu'il a fait entre la vie et l'existence. C'est finalement une manière de le décrire. Et qu'est-ce qu'on aurait aimé être accoudé avec lui au zinc lorsque Blondin dispose sur celui-ci avec des sucres et des verres de blanc, une des étapes du Tour de France ou un des moments cruciaux d'un Tour de France qu'il racontait magnifiquement dans le journal L'Équipe. Alors, on essaye, je regarde en même temps le petit chronomètre qui tourne au-dessus de mon écran. Alors, un mot sur Eugène Ionesco, dont le titre de la nouvelle est Les 10 commandements. Et là, je me suis dit en lisant la nouvelle qu'il y a là une osmose stylistique entre Ionesco et vous-même, Jean-Yvan, qui est que l'un et l'autre auraient pu écrire la nouvelle. Ionesco aurait pu écrire cette nouvelle comme vous l'avez fait. Est-ce qu'il y a eu là une sorte de contamination de style ou d'esprit qui fait que vous êtes devenu Ionesco le temps de l'écrire, cette nouvelle? Certainement, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Je suis allé chez Ionesco, boulevard Montparnasse. Il y avait un projet pour la télévision que nous devions monter avec Leila Senati et Guy Seligman, réalisateur, qui était consacré au dictionnaire des idées reçues de Flaubert.
Nous sommes arrivés au café. Ionesco était en train de déjeuner avec son épouse qui surveillait de près sa consommation. Et j'ai trouvé un personnage absolument extraordinaire. Et je dois dire que pendant toute la discussion, dont je n'ai pas gardé un grand souvenir quant à l'adaptation envisagée, mais j'ai vu la littérature en marche. Et j'ai imaginé son théâtre absolument extraordinaire. Et je crois que à un moment ou d'autre, je me suis un peu identifié à lui, effectivement. Et je me suis mis à sa place pour essayer de penser comme lui pouvait penser, ou imaginer le monde que lui-même imaginait à travers ces pièces, dont j'avais vu plusieurs d'entre elles. Voilà comment. Voilà comment. Pour illustrer un peu le titre, pardon, je vous interromps, pour illustrer un Oui, peu le titre des 10 commandements, en fait, les 10 commandements font référence à ce jeu qui mettait en présence au petit déjeuner Eugène Ionesco et son épouse, Lucienne, qui doit sacrifier à ce rituel-ci, donner chaque matin à Eugène Ionesco 10 bonnes raisons de vivre. C'est quand même un défi incroyable. parce que le théâtre de Ionesco, pour moi, c'est la tragédie. Et c'est la tragédie, pourquoi? C'est que sa peur de la mort, il en a souvent parlé, notamment, je crois, dans son journal en miettes, fait qu'il vivait la vie dans la terreur permanente, en tout cas, d'après ce qu'il en disait. Et que j'ai imaginé cette situation parce que, pour refléter effectivement cette préoccupation qui, chaque matin, devait le nourrir, l'habiter et le mettre à sa table pour travailler. Et trouver une raison de vivre tous les jours me paraissait rejoindre cette situation absurde qu'il a illustrée avec tant d'éclat. On peut y songer aussi à son obsession de la mort lorsqu'on se souvient de la pièce Le Roi se meurt et en Absolument. particulier de la merveilleuse interprétation qu'en avait donnée le comédien dont le nom m'échappe maintenant. Jacques Mauclair, notamment, avait joué Oui, la voilà, pièce, voilà. bien sûr. Alors, il y a trois autres personnages que je vais simplement évoquer pour inciter les auteurs à venir y voir, pour qu'on parle du dernier sur lequel j'aimerais qu'on puisse passer plus de temps. Vous avez dans la nouvelle Dessine-moi un maton évoqué Samuel Beckett dans son appartement face à la prison de la santé. Vous avez évoqué Woody Allen et on pourrait dire, ses déboires ou l'angoisse conjugale de sa vie avec Mia Farrow, tel que vous l'a raconté. Il y a Michel Foucault aussi, le philosophe, le penseur, le sociologue que vous évoquez. Mais alors, il y a surtout, sous le titre de Jo l'Obscur, sans doute le plus touchant parce que le plus juste à mes yeux de lecteur, le plus juste des portraits du recueil, celui de vous consacrer à Georges Perec. Alors, on sait, comme pour Kafka, l'attachement que vous portez à Georges de Perec. J'aimerais que vous nous en disiez davantage. Vous l'avez rencontré. Comment est venue comment s'est construite cette nouvelle qui dit tout de Georges Perec finalement en 5 ou 6 pages. J'ai rencontré Georges Perec d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'un jour, en 1965, on m'a parlé d'un livre. Une amie me dit, mais as-tu lu ce nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle Les choses? Je n'avais pas lu, j'ai lu. Nous sommes de la même, lui et moi, de la même génération. Et les points communs, c'est qu'il était un enfant caché comme je l'ai été moi-même. Et ça a été un choc pour moi. Et évidemment, je n'ai cessé de suivre son œuvre. Ses déboires aussi. Je suis allé moi-même au Moulin d'Andé, où il allait fréquemment. Et évidemment, il a été pour moi, compte tenu de tous les intérêts qu'il pouvait porter à différentes disciplines, il a été pour moi comme un personnage de théâtre, une espèce de personnage d'animation qui pouvait correspondre à l'idée que je me faisais de la tragédie qu'il avait connue, puisque ses parents sont morts à Auschwitz, et de petits personnages animés, gais, joyeux qui paraissaient dans la vie. Et c'est ce que j'ai essayé de vous décrire en pensant qu'au fond, il était d'une aide permanente auprès d'autrui par le seul fait d'écrire certaines phrases qu'on trouve dans ses livres qui nous touchent si profondément, comme peuvent nous toucher des phrases de Kafka ou de Tchekhov. Voilà la parenté que moi j'établis. Et évidemment,
je l'ai imaginé dans une situation qui est celle dans laquelle moi-même j'ai vécu un jour parce que j'ai perdu mes clés comme ça au cirque d'hiver. Et il y avait là Jean-Marc Thibault, très aimablement, bah, il a cherché les clés avec moi. Alors j'ai construit cette histoire comme ça en partant de ce fait réel, tout en me disant que on ne sait pas trop comment naissent en fait nos histoires que nous racontons. Mais voilà ce qui est sorti et c'est ma façon de rendre en même temps hommage à Pérec et de le décrire, je crois, avec une grande fidélité. Je D'autant, constate, pardon, je, je voulais simplement ajouter, c'est que j'ai découvert un jour en lisant François Nourricier les critiques qu'il a faites des œuvres qui paraissaient en ce temps-là, et il lui-même l'avoue, il n'avait pas remarqué le livre de Pérec. Il l'avait lu, ça ne l'avait pas touché. Et pour moi, c'est resté vraiment comme une note infamante. Bien sûr, je dis ça avec humour, bien entendu. Mais comment pouvait-on passer? Ben, c'est comme ça. bah alors, en tout cas, les lecteurs de Cosa Mental et donc le recueil de nouvelles qui vient de paraître seront certainement poussés et invités à lire et à redécouvrir au moins deux des auteurs que vous évoquez qui vous sont les plus proches, Kafka et Georges Perec, dont j'invite aussi ceux qui nous écoutent à aller sur Internet et à trouver la tentative de description des choses vues au carrefour Mabillon le 19 mai 1978, 78 pour vous, qui est ce que vous évoquez dans votre nouvelle et qui effectivement est un de ces exercices de style auxquels Georges Perec se livrait, comme pour le roman La disparition, si symbolique et où il parvient à écrire un roman de plusieurs centaines de pages sans jamais utiliser la lettre E dans la langue française qu'il maniait si bien. Alors, c'est aussi, comme chacune des nouvelles de votre recueil, chaque fois une invitation à ce que la littérature peut nous apporter d'empathie. Et c'est celle que vous manifestez comme étant une sorte de revendication permanente à chacune des phrases que vous écrivez. Est-ce que ça correspond à ce qui est votre projet littéraire d'écrivain ou de lecteur? Je pense les deux. Dans les deux cas, l'empathie, évidemment, joue beaucoup. Mais je suis sensible chez un écrivain, évidemment, à la forme qu'il donne à ce qu'il a à dire. Sans la forme, pour moi, il n'y a rien. C'est de la communication. Et ce que j'ai apprécié chez Kafka, comme chez Tchekhov ou comme chez Pérec, c'est la forme, la langue qu'ils ont créée pour dire ce qu'ils avaient à dire. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé les mots justes pour dire ce qu'ils avaient à dire, eux et personne d'autre. Et ça m'a touché. C'est ce que j'essaie de dire modestement à travers ces nouvelles, bien entendu. Alors, je sais, Jean-Yvan, pour les avoir lus, que vous avez, pour en avoir lu certains, en tout cas, que vous avez beaucoup de manuscrits sur lesquels vous travaillez constamment et qui n'ont pas encore trouvé, parce que peut-être vous n'avez pas encore estimé qu'ils étaient achevés, qui n'ont pas encore trouvé d'éditeurs et donc pas encore trouvé leur public, comme ce Cosa Mental et qui maintenant est accessible. Est-ce que nous pouvons espérer que bientôt d'autres de vos livres, romans, recueils de nouvelles ou même essais verront le jour? Ah, c'est une question, effectivement, à laquelle on ne s'attend pas, mais je vais essayer d'y répondre en citant Borges. Ah, Il y a voilà. longtemps, j'ai lu Borges, grand écrivain magnifique, et il fait une recommandation aux écrivains à laquelle j'ai été sensible. Il dit dissocier l'écriture de la publication. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai publié un certain nombre de livres avec l'inquiétude de décevoir l'éditeur au livre suivant. Et je me suis dit, plus jamais je ne veux vivre ça. Je ne veux pas avoir la main de l'éditeur sur mon épaule. Alors j'ai pris une certaine distance avec la publication et j'ai travaillé. Et pendant plusieurs années, j'ai écrit sans me soucier jamais de la publication. Ce qui fait qu'effectivement, j'ai accumulé 5, 6 manuscrits pour lesquels maintenant, auxquels je me dévoue en travaillant dessus, comme le potier, et en me disant, la publication, on verra après. Et c'est pour ça que depuis 4, 5 ans, j'édite des livres, mais qui ont attendu des années pour naître, évidemment. Et là, maintenant, peut-être que si les éditeurs sont intéressés, les livres étant écrits, je n'ai plus cette inquiétude de sentir la main de l'éditeur sur l'épaule.
Très bien. En tout cas, moi, je souhaite à celles et ceux qui nous écoutent que les éditeurs aillent à votre rencontre et en particulier Gérard Adam, que je veux saluer ici, qui est cet éditeur belge qui, dans sa belle maison d'édition MEO, a choisi de publier ce recueil de nouvelles. J'espère que ce sera l'occasion pour les lecteurs de découvrir ce livre-ci, mais aussi de découvrir toute la bibliographie que vous avez déjà publiée. Vous avez évoqué 1020, qui est ce portrait de Jean Renoir, mais il y a d'autres romans que l'on peut encore trouver, qui ont été publiés, qui sont tous aussi merveilleusement écrits et qui sont des invitations à voir dans la littérature ce qu'elle a de plus riche, de plus vrai, qui est le travail sur l'écriture. Vous venez de le décrire indépendamment de l'édition éventuellement, c'est le vrai travail de l'écrivain. Alors Jean-Yvan, nous allons terminer cet entretien. Je voulais vous remercier et surtout souhaiter à ce livre qu'il ait la rencontre vers le public qu'il mérite, je l'espère, qu'il va recevoir pour vous faire bien connaître et apprécier par tous et toutes ici. Merci Jean-Yvan. Merci beaucoup. Merci.